Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je suis Steve Martin, responsable des projets prévention pour Harmonie Mutuelle, et j'ai la chance d'animer cette rencontre santé en direct. C'est donc avec un très grand plaisir qu'Harmonie Mutuelle vous accueille aujourd'hui à cette rencontre santé sur la santé mentale féminine, comprendre et agir. Et c'est notre deuxième édition du cycle de webinaires sur la santé des femmes après le gros succès de l'édition 2024, avec plus d'11 000 inscrits. Cette année, le cycle est placé sous le signe du mouvement de l'éco-santé qui a été lancé en novembre dernier et dont les piliers sont d'agir sur votre santé plus tôt, plus vite et autrement. Alors, ce programme est toujours réservé à nos adhérents Harmonie Mutuelle. Alors, femmes ou hommes, nous sommes tous concernés par la santé des femmes et il a pour objectif de vous sensibiliser sur des thématiques préventives de santé des femmes comme l'activité physique, la santé mentale, sexuelle, environnementale, l'alimentation, la ménopause, voire l'autodéfense et la vie professionnelle. Et pour cette édition 2024, 8 rencontres santé en direct ont été programmées. 5 d'entre elles seront également disponibles en podcast, dont celle-ci, afin que vous puissiez en profiter où que vous soyez. Nous vous proposons différentes thématiques animées systématiquement par des experts qui vous partageront leurs conseils, des pratiques et des points de repère. N'hésitez pas à vous inscrire via le lien joint dans la barre de conversation à droite. Pour le bon déroulement de cette séance, vos micros, vos caméras sont coupés. Si vous avez des commentaires à faire ou des questions à poser, je vous invite à les inscrire dans l'onglet chat ou l'onglet questions en bas de votre écran. Nous ne pourrons malheureusement pas traiter toutes les questions très personnelles. Docteur Lucie Joly, psychiatre spécialisée dans la santé mentale des femmes, à qui je vais laisser la parole, nous a rejoint. Elle est avec Akayogi, qui est notre partenaire historique. Fabrice, Lucie, c'est à vous. Je vous souhaite à toutes, à tous, une très bonne rencontre. Merci beaucoup Steve et bienvenue à tous et à toutes. On est ravis de vous accueillir pour donc ce troisième webinaire, la santé mentale féminine, comprendre et agir. Alors je vais tout d'abord vous présenter le docteur Lucie Joly. Lucie Joly, bonjour. Bonjour. Lucie Joly est donc psychiatre à Saint-Antoine à Paris. Elle est praticienne hospitalière, responsable de l'unité de psychiatrie périnatale et experte sur tous les sujets de santé mentale pour les femmes. Elle a écrit 2 livres, un premier livre qui est co-écrit, La dépression au féminin et Dans le cerveau des mamans, qui sont publiés aux éditions du Rocher. Moi-même, je suis donc cofondateur d'Akayogi, Fabrice, et je vais vous présenter le sommaire. Il va d'abord y avoir un petit quiz. Et puis, en première partie, on va fixer un peu le cadre en donnant quelques définitions et les principes d'une bonne santé mentale. La deuxième partie, on va vous parler des spécificités justement de la santé mentale des femmes. Et puis, la troisième partie sera plutôt des clés pour vous donner des pistes pour comment garder, préserver une bonne santé mentale. Voilà. On va commencer donc par un petit quiz et on vous pose la question suivante. Selon vous, vous voyez, il y a donc sur la slide que vous voyez sur votre écran, 3 possibilités, A, B ou C. Donc A, 6% des Européens rapportent au moins un problème de santé mentale en 2024. 18% des Européens rapportent un problème de santé mentale ou 32% des Européens rapportent un problème de santé mentale en 2024. Selon vous, la bonne réponse est-elle A, B ou C? On vous laisse quelques secondes et puis on vous donnera la réponse. Alors Lucie, on va peut-être partager la bonne réponse. La bonne réponse, c'est donc C. On parle malheureusement de 1/3 de la population selon une enquête qui a été faite par AXA Prévention en octobre 2024, conjointement avec Ipsos. Donc quasiment 1/3 des individus rapportent, donc c'est du déclaratif, sur le sujet de problèmes de santé mentale. Deuxième question qu'on souhaite vous partager. En Europe, la dépression touche selon vous de manière égale les hommes ou les femmes? Est-ce que, c'est donc la réponse A. Réponse B, en Europe, la dépression touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Et réponse C, en Europe, la dépression touche 3 fois plus les femmes que les hommes. Donc A, B ou C. On vous laisse quelques secondes. Et là, je laisserai Lucie répondre.
Donc, Lucie, la bonne réponse Eh est… bien, la réponse est la réponse B. Les femmes sont 2 fois plus touchées par la dépression que les hommes, et on va en parler plus précisément après. Merci, Lucie. Alors, juste aussi pour fixer le cadre, vous rappelez que on est cette année dans l'année de la santé mentale qui a été déclarée par le gouvernement cause nationale. Donc, on est au cœur du sujet. Que plusieurs personnalités commencent à s'exprimer sur justement leurs problèmes de santé mentale. On vous partage d'ailleurs cette slide où on voit Simone Biles, qui est une athlète américaine qui a fait part justement de ses problèmes de santé mentale. Il y a d'autres femmes qui l'ont partagé, comme Sarah Oumaoun, qui est une boxeuse française. Et puis plus récemment, on a vu Nicolas Demorand, qui en direct du journal du 9-10 sur France Inter a dit je suis un malade mental, qui était le titre de sa rubrique. Stromae pour le cas d'artiste. Voilà, donc c'est un sujet qui nous touche tous. Et donc, on va commencer justement sur cette première partie. Lucie a donné les principes d'une bonne santé mentale. Et donc, qu'est-ce qu'une bonne santé mentale? Et j'ai envie de te poser la question, est-ce que tu peux me donner la définition de la santé mentale? Bien, Fabrice, c'est une question qui est vraiment essentielle parce que très souvent, il y a une confusion entre santé mentale et troubles psychiques. Et c'est très important de faire la distinction. Alors, l'OMS en donne une définition très précise, comme la santé mentale, comme un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel, de faire face aux difficultés normales de la vie, de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté. Est-ce que tu as une autre définition à nous proposer? Alors moi, j'aimerais apporter une certaine nuance et dire que contrairement à une conception assez simpliste qui ne verrait la santé mentale finalement que comme l'absence de troubles, eh bien, elle inclut des éléments essentiels, notamment la résilience, la capacité à faire face aux épreuves de la vie et puis avoir des relations saines avec soi et avec les autres. En fait, il faut vraiment comprendre la santé mentale comme quelque chose de global, qui est vraiment aussi important finalement que la santé physique. Et ça, il faut vraiment l'avoir en tête parce qu'avoir une bonne santé mentale, eh bien, ça va aussi aider à avoir une bonne santé physique. Et là, on vous a projeté une slide sur le continuum de la santé mentale. Ce qui est important de noter, c'est qu'on passe tous, au cours d'une journée, d'une semaine, d'un état de santé mentale fragile, quand on a une mauvaise nouvelle, professionnelle, personnelle, à un état de bonne santé mentale. Et que, justement, cette fluctuation entre ces deux bornes est quelque chose de normal. Cette fluctuation, elle est normale pour tout individu. À partir du moment, par contre, où ça va altérer son fonctionnement, qu'on va plus pouvoir aller travailler, qu'on va plus pouvoir fonctionner familialement, eh bien là, il va falloir être alerté et pourquoi pas consulter. Alors justement, parlant de santé mentale, Lucie, il y a toujours malheureusement le problème de la stigmatisation, voire de la discrimination. Oui. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? La santé mentale est très stigmatisée et encore plus la psychiatrie. On le voit bien hein, dans les médias, par exemple, on utilise beaucoup de vocabulaire de spécialités comme par exemple il est autiste ou il est schizo, comme quelque chose de très négatif. Et ça participe à la stigmatisation de la santé mentale et de la psychiatrie. Et rien que ça, de changer notre vocabulaire, je crois que c'est important. Rappelons que la psychiatrie, c'est une spécialité médicale, que la dépression, l'anxiété, le trouble bipolaire, eh bien, ce sont des pathologies, comme des pathologies somatiques qu'il faut prendre en charge, qu'il faut prévenir, repérer et traiter. Et qu'on a tous une santé mentale et une santé physique, et à partir du moment où on prend soin de sa santé physique, il est normal de la même façon de prendre soin de sa santé mentale. Exactement, et c'est ce qu'on va voir dans la troisième partie de ce webinaire. On vous a mis un petit cycle rapidement pour vous montrer qu'en fait, la stigmatisation rapidement peut enchaîner des discriminations et qu'en fait, ça se fait en quelques dixièmes de seconde d'un point de vue cognitif. On stigmatise, c'est-à-dire qu'on va mettre la personne typiquement qui parle toute seule dans la rue de côté, on va la stéréotyper en disant toutes les personnes qui parlent seules sont folles et dangereuses.
Et puis rapidement, qu'est-ce qu'on va faire? On va les séparer. Il y a eux, il y a nous, pour arriver à cette discrimination qui est punie par la loi, puisque pour des raisons culturelles, religieuses ou de santé, bien entendu, c'est puni par la loi depuis 2001. C'est ça. Voilà, donc pour vous rappeler rapidement ce point. Alors, sur les troubles psychiques, puisque tu parlais de définition, qu'est-ce qu'un trouble psychique? Eh bien, un trouble psychique, c'est un état qui est pathologique et qui a des critères bien particuliers. Alors nous, les professionnels de santé, les psychiatres, on s'appuie sur des classifications internationales et notamment le DSM-5, donc c'est le manuel statistique et diagnostique des pathologies mentales, qui nous décrit des critères particuliers et sur lesquels on peut faire notre diagnostic. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que il faut comprendre que quand on n'arrive plus à fonctionner comme d'habitude, qu'il y a une rupture avec un état antérieur, eh bien là, il faut se dire qu'il faut aller consulter parce que plus on prend en charge rapidement un épisode, et plus il va se traiter facilement. Et d'ailleurs, on vous partage aussi sur la prochaine slide une chose qu'on n'a pas toujours en tête, c'est que on peut passer du bien-être à de la souffrance sans avoir de problème ou de troubles psychiques. Malheureusement, si ça dure dans le temps, ça peut amener un trouble psychique. Et puis, on peut être donc avec un trouble psychique en souffrance. Si on est bien suivi, suffisamment tôt, avec éventuellement les bons médicaments et les bonnes psychothérapies, on peut passer en rétablissement. Mais donc, vous voyez que dans ce cycle, il y a la notion de rétablissement. Et deuxième chose, à mon avis importante, si tu la partages, c'est qu'on peut très bien avoir un trouble psychique et être en bonne santé mentale. Et là, on parle de rétablissement. Exactement. On peut avoir un trouble psychique, un trouble mental, avoir par exemple un trouble bipolaire ou un trouble dépressif et avoir une bonne santé mentale. Bien fonctionner avec ses collègues, avec sa famille. Donc, c'est deux choses différentes finalement. Ce n'est pas l'absence de trouble qui définit la santé mentale, mais un équilibre global et le bien-être psychique dans la durée. Merci Lucie. Je vous propose maintenant qu'on aborde juste les spécificités féminines en santé mentale. Et on va d'abord parler des facteurs de risque. Je crois qu'il y a 3 facteurs de risque principaux. Oui, alors il y a 3 grands facteurs de risque qui existent. Le premier, c'est le facteur de risque biologique, psychologique et social. D'accord. On va décrire chacun de façon détaillée. Alors, on va commencer par le facteur de risque biologique. Dans ce facteur de risque biologique, il y a d'abord les syndromes prémenstruels dont tu voulais évoquer un peu la chose. Oui, donc c'est vrai que la mécanique hormonale féminine, eh bien, elle peut expliquer beaucoup de choses. Et chaque cycle féminin peut être vécu différemment selon les femmes. Déjà dans la durée, ça peut être des cycles courts comme des cycles longs, et dans le vécu qu'on a physique et psychologique. Alors, c'est important de faire la distinction entre le syndrome prémenstruel et le trouble dysphorique prémenstruel. Le syndrome prémenstruel, c'est un état qui est physiologique, qui va toucher environ 20 à 40% des femmes dans la phase qu'on va dire lutéale, donc avant les règles, où les femmes vont se sentir un peu fatiguées, un peu plus irritables, parfois avoir des douleurs donc avant les règles. Mais il n'y a pas d'altération du fonctionnement. Dans le trouble dysphorique prémenstruel, là, on va vraiment avoir des symptômes dépressifs qui vont être très importants, voire certaines femmes peuvent avoir des idées suicidaires, et ça peut être très handicapant. Ça va toucher 5% des femmes, donc c'est quand même une prévalence qui est assez importante et dont on parle peu, et ça peut être très handicapant, notamment dans la vie professionnelle, puisque ça revient bien tous les mois. Il y a aussi 2 choses qu'on a tendance parfois à confondre entre le baby blues et le trouble postpartum. Est-ce que tu peux nous expliquer la différence? Oui, alors avant de voir un peu cette différence, il faut comprendre que la grossesse, c'est vraiment une période qui est
très particulières dans la vie d'une femme, hein. Il va y avoir des remaniements hormonaux qui vont être très importants et qui vont entraîner des modifications cérébrales dès le début de la grossesse, hein, donc sous l'influence des hormones comme les oestrogènes ou la progestérone, et qui vont permettre à la femme de se préparer à répondre aux besoins du nouveau-né, à se préparer à l'expérience de la maternité. Donc elles vont acquérir de nouvelles compétences, elles vont mieux être plus vigilantes aux pleurs d'un nouveau-né par exemple, ou être plus précises dans l'analyse des émotions des gens. Donc c'est des nouvelles compétences qu'on connaît peu mais qui sont assez fascinantes. Mais le revers de la médaille, c'est que ces modifications cérébrales, elles vont entraîner plus de troubles anxieux et dépressifs pendant cette période. Donc la grossesse, c'est pas toujours l'euphorie qu'on décrit dans le grand public et dans les médias, avec cette image un peu idéalisée de la grossesse et de l'arrivée d'un bébé. Et c'est plutôt finalement une fenêtre de fragilité psychique. Donc, dans le postpartum, il y a aussi un tsunami hormonal, des remaniements qui peuvent être difficilement vécus par certaines femmes. Et d'ailleurs, quand on a un trouble dysphorique prémenstruel, ça peut montrer qu'on a une plus grande vulnérabilité, fragilité, à tous ces remaniements hormonaux. Donc, il faut être assez vigilant pendant la grossesse et pendant le postpartum. Donc, le baby blues, on en revient à ta question, Fabrice. C'est très différent de la dépression du postpartum et souvent on les met un peu ensemble. Le baby blues, ça arrive quelques jours après l'accouchement, généralement entre J2 à J5 avec un pic à J4 après l'accouchement, où les femmes vont se sentir hypersensibles, elles vont pleurer facilement, elles vont avoir des doutes sur leurs compétences maternelles. Et c'est assez fréquent parce que finalement ça touche 60 à 80% des femmes qui ont accouché. Et c'est un état qui est physiologique, qui ne nécessite pas de prise en charge particulière médicamenteuse. Simplement, l'attitude empathique, le soutien de la famille va permettre de passer l'épisode. Si les symptômes, ils s'accentuent, ils deviennent plus sévères, ils vont durer plus de 15 jours, eh bien, à ce moment-là, on se dira, mais est-ce que c'est pas une dépression du postpartum? Et là, c'est un état qui est considéré comme pathologique et qu'il faut prendre en charge, parce qu'elle peut avoir un impact sur la mère. Rappelons-le, le suicide maternel est la première cause de mortalité dans l'année qui suit l'accouchement. Et puis, il peut y avoir aussi des conséquences sur le nouveau-né, quand la dépression s'installe et qu'elle dure plusieurs mois, eh bien, on a plus de difficultés à interagir avec son bébé. Et donc, il peut y avoir des troubles du développement psycho-affectif qui peuvent intervenir. Mmh. Et puis, il y a aussi des choses qui sont pas évidentes, comme l'impact psychologique d'une fausse couche. Qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Eh bien, la fausse couche, c'est quelque chose qui est aussi très banalisé dans le discours de la population générale, mais même voire par les professionnels de santé. Et ça touche quand même 200 000 femmes en France. Moi, déjà, rien que dans le terme fausse couche, ça m'interpelle parce qu'il y a rien n'est faux là-dedans. Et ça peut être un vrai deuil, un deuil qui peut être très difficile à vivre parce que c'est un deuil de l'invisible, parce que un deuil des projections qu'on a sur l'arrivée d'un bébé, et c'est très souvent minimisé, alors qu'il faut vraiment le prendre en charge. Et je crois que ce soit une fausse couche précoce ou une fausse couche tardive, eh bien, il faut absolument proposer des entretiens psychologiques, parce qu'un deuil qui n'est pas bien pris en charge, pas bien traité, eh bien, il peut y avoir un impact sur la grossesse suivante. Et tu me parlais en préparant cette intervention de 8000 décès d'enfants de façon prématurée. Est-ce que justement il y a des choses particulières à faire dans ce cas-là? Eh bien oui, alors c'est 8000 décès, donc on va parler de deuil périnatal. L'OMS le définit comme à partir de la 22e semaine d'aménorrhée jusqu'au 7e jour d'un enfant. Et donc, ça peut être assez traumatique.
Et c'est vrai que dans les années 70, on avait l'impression que quand on perdait un enfant pendant la grossesse, finalement, c'était pas un drame parce que l'attachement venait après l'accouchement. Or, l'attachement vient dès le départ. Et donc, il peut y avoir des deuils qui se compliquent, qui deviennent pathologiques quand ils sont pas bien encadrés. Et c'est vrai qu'avant, par exemple, on proposait pas de faire de rituels funéraires où on proposait pas de montrer le bébé. Or, pour certaines femmes, d'avoir une preuve de ce passage, eh bien, ça fait partie des étapes du deuil. Et donc, il faut les accompagner le mieux possible. Et donc, ça peut même constituer un événement post-traumatique par la suite pour, j'imagine, une partie de ces femmes. Voilà, ça peut entraîner des états de stress post-traumatique quand le deuil n'est pas accompagné. Et les états de stress post-traumatique, c'est très différent de la symptomatologie de la dépression où on a des critères bien particuliers. Ce sont des femmes qui vont avoir des reviviscences traumatiques. Elles vont revivre l'événement, par exemple revivre un accouchement. Elles vont avoir une hypervigilance, donc elles vont sursauter quand on va, par exemple, claquer une porte ou qu'elles vont entendre des sonnettes qui vont leur rappeler l'hospitalisation. Et puis, elles vont aussi mettre en place des stratégies d'évitement. Et ça, c'est plus compliqué. Elles vont, éviter certains lieux, certaines personnes. Et donc, ça peut avoir un vrai impact après sur le quotidien. Et donc, dans ce cas-là, la TCC est particulièrement bien adaptée. Qu'est-ce que tu préconises? Alors, c'est vrai que la TCC est assez adaptée. Il y a aussi l'EMDR, c'est une thérapie avec des mouvements oculaires qui est très efficace sur les symptômes post-traumatiques. Et puis, quand on a vraiment des symptômes qui sont intenses, sévères, eh bien, on pourra aussi proposer des traitements antidépresseurs qui jouent aussi sur les symptômes post-traumatiques. D'accord. La TCC, donc, c'est les thérapies cognitivo-comportementales qui sont des thérapies courtes. Voilà, c'est ça. Je crois, Dan, qu'il y a des questions. Oui, bonjour, bonjour à toutes et bonjour à tous. Bonjour Lucie, bonjour Fabrice. Il y a deux questions qui étaient plus en liaison avec la première partie, mais je pense que c'est intéressant d'y revenir. Il y a une question de Chantal qui revenait sur les statistiques européennes où 32% des personnes interrogées déclaraient un trouble de santé mentale. Qu'est-ce qui, selon vous, pourrait expliquer un tel taux aussi élevé? Alors, je crois que cette prévalence, elle est en lien avec beaucoup de facteurs. Très souvent, c'est une combinaison de facteurs biologiques, psychologiques et sociaux. Et puis, le fait que les personnes viennent de plus en plus consulter, il y a une sorte de libération de la parole sur les troubles psychiques depuis quelques années où les gens viennent plus consulter et c'est très bien. Il y a aussi tout ce qui est ce qui se passe actuellement dans le monde et puis les guerres qui créent une anxiété de fond, tout ce qui est aussi anxiété écologique. Il y a beaucoup de choses qui se cumulent et qui expliquent cette prévalence qui est très élevée. L'incertitude est mentionnée de plus en plus comme un facteur aggravant de santé mentale, donc qui correspond à tout ce que tu dis. Et rappelons que la dépression touche 350 millions de personnes à travers le monde, c'est 5% de la population. Donc c'est vraiment un trouble qui est à mettre en lumière. Eh ben, c'est parfaitement la transition vers deux autres questions, mais que je vais essayer de regrouper en une seule. Valérie qui nous demande comment différencier une dépression des troubles psychiques. Et Audrey qui nous demande est-ce qu'il y a réellement une différence entre la dépression liée à un trauma ou la dépression chronique? Alors, la dépression, c'est un trouble psychique. Enfin, le trouble dépressif est un trouble psychique qui se caractérise par des critères bien particuliers. Il faut qu'il y ait des symptômes qui soient présents depuis plus de 15 jours, avec une tristesse et une perte d'intérêt. Donc, c'est deux critères qui sont essentiels. Et puis, des critères en plus, il en faut 4, avec des troubles du sommeil, des troubles de l'appétit. Il peut y avoir des troubles de la concentration, des idées suicidaires. Donc tout ça, c'est bien classé et c'est comme ça qu'en tant que professionnel, on arrive à faire nos diagnostics. Et c'est pas
qu'un simple coup de mou, hein, la dépression. C'est, je le rappelle, une vraie pathologie, une vraie maladie qu'il faut prendre en charge. La dépression, elle se distingue, et on en a parlé, de tout ce qui est traumatique, donc de l'état de stress post-traumatique, où là, il faut qu'il y ait des symptômes qui soient présents depuis plus d'un mois, avec, donc je l'ai dit, une hypervigilance, des reviviscences traumatiques, et puis des stratégies d'évitement. L'état de stress post-traumatique, il est à distinguer de l'état de stress aigu, qui lui intervient tout de suite après un facteur, un événement traumatique où on a été exposé à la mort, où là c'est vraiment immédiat. Merci beaucoup, très clair. Il n'y a plus de questions pour le moment. Je vous retrouve tout à l'heure. Merci Dan. On va enchaîner avec un sujet important en termes de santé mentale pour les femmes, qui est la ménopause. Et je crois savoir que la ménopause, c'est un facteur majeur de consultation pour toi et d'interrogation pour les femmes de 45 ans et plus. Oui. Eh bien, brisons un mythe déjà. C'est pendant la période de préménopause, donc très souvent les 2 ans qui surviennent après l'arrêt des règles, où les femmes sont plus à risque de faire des dépressions. Plutôt que la période de ménopause. Donc il y a 10 à 30% des femmes qui font une dépression pendant cette période-là. Donc c'est une prévalence qui est assez importante. Et finalement, il n'y a pas de dépistage systématique comme ce qui est fait aux États-Unis, qui existe en France. Et ça, moi, je milite pour que ça soit mis en place, parce que c'est quand même un enjeu de santé publique. Alors, il y a différents facteurs qui expliquent cette prévalence. C'est déjà un moment de transition dans la vie d'une femme physiologique. On va avoir des symptômes de ménopause, ou qu'on appelle nous en médecine climatérique. On va avoir des sueurs nocturnes, une sécheresse cutanée. On va avoir des bouffées de chaleur qui peuvent être très handicapantes. Et très souvent, ces symptômes, ils sont assez banalisés. Oui, vous avez une ménopause, mais en fait, on n'arrive plus à fonctionner avec ces symptômes-là. Et aussi, on peut avoir une sensation de deuil de féminité que nous renvoie aussi beaucoup la société, et ça peut être difficile à vivre. Au-delà de ces symptômes, il y a aussi le fait que dans la vie d'une femme, il y a des choses qui se passent. Les enfants vont quitter le domicile, on va avoir des mutations professionnelles, les parents vieillissent. Enfin, voilà, il y a beaucoup de choses qui arrivent à ce moment-là et qui font que ça peut être une période assez difficile à vivre. Et tout ça cumulé, ça peut créer des moments compliqués. Et tu me disais que dans certaines cultures, c'était au contraire un moment où les femmes étaient mises en valeur. Et oui, c'est terrible parce qu'en France, il y a une vision assez négative de cette période-là. Mais par exemple, au Cameroun, c'est une période où les femmes vont avoir une promotion professionnelle, où ça va être quelque chose de très positif. Et je crois qu'il faut qu'on change notre logiciel de pensée. Les femmes là qui vont naître actuellement, la moitié vont vivre jusqu'à plus de 100 ans, avec une ménopause à 50 ans environ. On parle d'âge critique des femmes, d'hiver des femmes. Moi, je parlerais plutôt d'été indien, parce qu'elles ont la moitié de leur vie après. Donc il faut vraiment qu'on change un peu notre vision des choses. Ce paradigme. Et puis peut-être un autre point à noter, tu me disais aussi que en fait, il y a une inégalité sur les troubles psychiques comme la dépression qu'on a vu dans le premier le questionnaire du début, mais aussi sur les troubles anxieux, et qu'en fait, avant les premières règles et après la ménopause, il n'y a plus cette inégalité sur les troubles entre les femmes et les hommes, si j'ai bien compris. C'est ça. En fait, le sexe ratio, il est le même avant la puberté et après la ménopause de la dépression. Et on le voit en fait au moment de ce cycle des hormones au féminin qui s'enclenche à la puberté. La dépression, elle touche 2 fois plus les femmes que les hommes. Et ce qui est assez terrible, c'est qu'en médecine, pendant très longtemps, les essais cliniques se sont basés chez les hommes, parce qu'on disait les fluctuations hormonales vont biaiser les résultats. Et finalement, actuellement, on traite les dépressions chez les hommes comme celles chez les femmes, alors que c'est complètement différent.
Et je pense qu'il faut vraiment qu'on change les choses, qu'on ait une vision de la médecine qui est plus personnalisée. Et c'est ce qui est en train d'être fait, notamment en cardiologie, où on s'est aperçu que il y avait un délai de prise en charge pour l'infarctus du myocarde qui était très allongé chez les femmes, tout simplement parce que les symptômes n'étaient pas les mêmes. Alors maintenant, on arrive à mieux détecter les symptômes et à mieux traiter. Eh bien, faisons pareil en psychiatrie et pour la dépression chez les femmes. Je crois que c'est essentiel. Alors ça évolue, hein, on le voit, il y a des nouveaux traitements, et notamment dans la dépression du postpartum, avec des traitements neurostéroïdes qui vont taper sur des récepteurs bien spécifiques aux femmes. Mais pour la ménopause, pour le trouble dysphorique prémenstruel, il faut vraiment aller plus loin. Le message est bien reçu. Alors, on a parlé justement de tous ces sujets et de ces différences, mais pour les femmes, qu'est-ce que tu pourrais préconiser pour qu'elles traversent mieux ces étapes de la vie? Eh bien, déjà, c'est vraiment comprendre ce qui se passe, hein. Accepter, voilà, être dans une meilleure compréhension de ce qui se passe dans notre corps, et ça, on va en parler dans la dernière partie, et notamment de l'interoception, c'est-à-dire la perception qu'on a de nos signaux corporels, de comprendre que notre corps change, l'accepter, et puis mettre en place des choses bien particulières. Et notamment, on va parler de règles hygiéno-diététiques. Et notamment, l'alimentation, on le sait, c'est quelque chose de très important. Il est très important d'avoir des horaires de repas, par exemple, réguliers, de maintenir des rythmes biologiques de repas. On le sait, ça joue sur l'humeur, sur le moral. D'avoir une alimentation variée avec des vitamines, de manger des fruits et légumes, d'avoir une alimentation riche en oméga 3. Ça, c'est important parce que ça va jouer sur l'inflammation, et on le sait, l'inflammation est en lien avec la dépression, avec toutes nos capacités cognitives. Donc il y a des choses comme ça qu'on peut mettre en place. C'est un peu bête à dire, mais si on met tout ça en place, eh bien on peut aller mieux. Il y a aussi l'activité sportive, hein, qui est très importante. Moi, je préconise 30 minutes d'activité sportive par jour. On le sait, hein, quand on fait de l'activité sportive, ça va libérer des endorphines, donc autrement appelées les hormones du bonheur. Et ça, ça joue aussi, hein, de faire du sport dehors, de capter de la vitamine D, ça joue aussi sur l'humeur. Et puis aussi, et je crois que c'est le pilier, en tout cas en psychiatrie, dans la santé mentale, c'est le sommeil. Le sommeil, c'est très important de se lever et de se coucher à des heures fixes, surtout l'heure de lever. Ça, on le voit dans beaucoup d'études scientifiques, ça va jouer sur l'humeur, et de maintenir comme ça un cadre, eh bien, ça va protéger de certains épisodes, et notamment dans les troubles bipolaires. Donc, une bonne hygiène de vie générale, sur ces 3 piliers que tu viens de citer, il y a de plus en plus d'études dans ces domaines qui prouvent les corrélations entre une bonne hygiène de vie et une bonne santé mentale. Oui, et vraiment de s'astreindre à mettre en place cette hygiène de vie, on le sait, ça a un impact énorme sur notre bonne santé mentale. Le deuxième aspect, le deuxième facteur dont on a parlé dans cette deuxième partie, c'est les facteurs psychologiques. Est-ce que tu pourrais nous en dire un mot? Eh bien, les facteurs psychologiques, ils influent beaucoup sur notre santé mentale et sur les troubles psychiques. Et les femmes, on va pas se mentir, elles subissent beaucoup de pression, et notamment au moment de la maternité, par exemple, où elles ont un enfant, elles se doivent d'être heureuses, entre guillemets. On leur met beaucoup de choses sur le dos. Elles doivent être une bonne mère, elles doivent être productives au travail. Et voilà, il faut vraiment qu'on arrive à changer notre vision des choses et leur en mettre moins sur le dos, je pense, pour qu'elles puissent avoir aussi leur moment à elles et pouvoir se faire du bien. Les injonctions à être la meilleure dans tous les domaines, ce qui par définition est impossible. C'est ça. Après, il faut aussi dire que les femmes ont plus de capacité à verbaliser leurs difficultés que les hommes, et elles sont plus enclins à consulter.
Et ça, c'est un point positif parce que, comme je disais tout à l'heure, plus on va consulter tôt et plus c'est facile de récupérer, de traiter un épisode. Et ça, c'est important. Elles sont plus enclines à des ruminations anxieuses, elles vont plus verbaliser de douleur. Ce qui peut être aussi compliqué parce qu'on a plus tendance à somatiser, à dire qu'elles ont quelque chose de psychologique, enfin en tout cas en médecine, que quelque chose de somatique. Et donc parfois on peut passer aussi à côté d'un diagnostic. Je crois, Dan, qu'il y a des questions. Oui, il y a pas mal de questions. Je vais essayer d'en retenir surtout 2 là qui sont liées aux traitements hormonaux. Alors, on parle de santé mentale, mais évidemment, il y a pas mal de questions là-dessus. Question de Fabienne, pourquoi on banalise le traitement hormonal chez les femmes? C'est pourtant un confort féminin. Et Sandrine qui nous dit, y a-t-il un intérêt aux traitements hormonaux pour les symptômes psychologiques de la ménopause, symptômes dépressifs, problèmes de sommeil, de mémoire, d'irritabilité, en dehors des symptômes biologiques? Alors, j'ai pas bien entendu la première question. La première question, c'était plus un avis en fait, mais c'est pourquoi on banalise le traitement hormonal chez les femmes. Est-ce que c'est un apport intéressant pour travailler sur le mental aussi? Alors, c'est vrai que, en fait, il faut comprendre que les recherches sur la santé mentale au féminin, eh bien, c'est très récent. Pour tout ce qui concerne le cerveau maternel, par exemple, les études sortent depuis 3-4 ans. Pour tout ce qui est contraception, par exemple, eh bien, les études scientifiques peuvent être assez divergentes. Certaines montrent, par exemple, que un traitement par pilule pourrait aggraver les troubles de l'humeur. D'autres études montrent que ça peut améliorer les symptômes, par exemple, de troubles dysphoriques prémenstruels. Donc finalement, on n'a pas trop de protocole encore à proposer, et il faut qu'on arrive au bout de certaines études, d'avoir des cohortes plus grandes pour pouvoir confirmer certaines choses. Les traitements hormonaux et les nouveaux traitements comme les traitements neurostéroïdes dont je vous ai parlé pour la dépression du postpartum, c'est l'avenir, mais il nous faut plus de budget en France pour pouvoir aller au bout des études scientifiques. Alors, Dan, y a-t-il une autre question? Alors, juste, je vous demanderai aux participants peut-être de poser vos questions dans l'onglet questions plutôt que dans l'onglet chat qui est plus effectivement sur les interactions et les commentaires. Il y a une question néanmoins de Sandrine sur le sommeil altéré. Est-il un symptôme de la ménopause ou préménopause? Et si oui, comment y remédier? Alors oui, pendant la période de préménopause et pendant la période de ménopause, le trouble du sommeil est un symptôme. Il y a plein de choses qu'on peut mettre en place pour améliorer son sommeil et notamment, par exemple, éviter les écrans bleus le soir avant de se coucher, éviter tout ce qui est stimulant, café, thé, coca, tout ça, il faut vraiment ne pas en prendre dans l'après-midi. Éviter de faire du sport trop tard, c'est excitatif, ça va altérer votre sommeil. Et puis, comme j'ai dit, maintenir des rythmes de sommeil avec des couchers et des levers à heure fixe, ça c'est très important. Et puis, si il y a des insomnies quasi totales, là il faut consulter. Parce que on le sait, hein, n'importe qui ne dort pas pendant plusieurs jours, eh bien, ça va rendre irritable et ça va impacter le moral. Donc, il faut vraiment le prendre en charge. Merci beaucoup, Lucie. Le dernier facteur qu'on voulait évoquer avec Lucie, c'est le facteur sociologique. Oui, qui est très important. Ces 3 facteurs, ils se combinent pour expliquer cette prévalence de la dépression au féminin. Mais le piège de la biologie, c'est son pouvoir explicatif. On ne peut pas tout expliquer par la biologie. Et bien évidemment, il y a aussi des facteurs sociaux. Et on le sait, hein, il y a des inégalités dans les salaires, dans l'accès aux soins. Et puis, il y a aussi les violences dont subissent principalement les femmes, dont il faut prendre compte. Et il faut qu'on change un peu des choses dans notre société pour pouvoir améliorer les choses. Alors, je vous propose maintenant qu'on passe à cette troisième partie qui va faire davantage le lien entre le corps et l'esprit. On a commencé à l'évoquer un tout petit peu. Mais concrètement,
qu'est-ce qu'on va pouvoir vous proposer, des boîtes à outils toutes simples pour répondre en partie aux questions qu'on a évoquées. Et donc, Lucie, j'ai envie de te dire, est-ce que le corps est un bon moyen pour retrouver une bonne santé mentale? Oui, c'est vraiment un très bon moyen. Et c'est vrai que pendant très longtemps, on a un peu dissocié le corps et l'esprit. Or, en fait, le corps et l'esprit fonctionnent ensemble. Et nous, on travaille à Sorbonne Université sur l'interoception, c'est-à-dire la perception que l'on a de nos signaux corporels, c'est-à-dire comment on ressent eh bien, la faim, la douleur, la température, le mouvement de nos intestins. Et on le sait, en fait, cette perception qu'on a de nos signaux corporels, eh bien, elles sont en lien avec notre santé mentale. Quand on est stressé, quand on est angoissé, eh bien, on va avoir une perception plus accentuée, par exemple, de notre rythme cardiaque. On va avoir des palpitations, on va avoir des troubles digestifs. Et inversement, quand on va mieux comprendre eh bien, nos signaux corporels, on va pouvoir mettre en place des stratégies pour pouvoir gérer nos émotions. Et donc, on va parler de la cohérence cardiaque, qui est une bonne technique, il en existe d'autres, hein, pour mieux gérer eh bien, notre corps et nos émotions. Ça, c'est quelque chose que tu proposes à tes patientes qui viennent te voir sur les sujets qu'on a évoqués? Oui, D'accord. alors très souvent, les patientes, elles me disent « Oh, moi, je suis pas réceptive à ça ». Et en fait, les études scientifiques montrent que quand on le fait vraiment de façon quotidienne, 3 fois par jour, eh bien, ça a la même efficacité que prendre un traitement anxiolytique, par exemple. Donc, vraiment, moi, j'incite à le faire. C'est vraiment une technique qui est simple et efficace. On la propose même aux étudiants en médecine avant les examens. Qui en ont besoin. Voilà, qui ont dans des périodes de grand stress. Et moi, plus dans ma spécialité, c'est vrai que pendant la grossesse, c'est très efficace. Donc, vraiment, pourquoi ne pas en bénéficier? Alors, ce qu'on va vous proposer, c'est, malheureusement, on n'a pas beaucoup de temps, mais c'est de peut-être faire 1 minute tous ensemble. Lucie, le docteur Lucie Joly va me guider, va vous guider. Donc, moi, je vais faire l'exercice avec vous pendant 1 minute, de façon à ce qu'on voit de quoi il s'agit. Voilà. Alors, avant de commencer, je vais vous expliquer un peu les choses. Donc, la cohérence cardiaque, c'est un exercice de respiration contrôlée. Donc, selon la technique du 5-5-5. Donc, on va inspirer pendant 5 secondes. Donc là, je ferme les yeux, je Voilà, m'assois. vous pouvez fermer les yeux. Vous mettez tranquillement. Vous allez inspirer pendant 5 secondes par le nez. Puis expirer pendant 5 secondes avec les lèvres pincées de façon importante. Voilà, il faut faire ça pendant 5 minutes. Si vous voulez vraiment contrôler la respiration, vous pouvez mettre une main abdominale, donc une main sur le ventre, et on recommence. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. On expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire. Et on expire. On inspire.
On expire. On inspire. On expire. Merci beaucoup, Lucie. C'est vrai que Voilà. ça fait beaucoup de bien et on sent toute l'action calmante que ça peut avoir sur l'organisme et donc sur la psyché derrière. Merci. L'objectif, ouais, c'est vraiment d'adapter le rythme cardiaque, de permettre de diminuer l'hormone du stress, donc le cortisol, et puis d'activer ce qu'on appelle le système parasympathique, qui va permettre une détente et une anxiolyse. On voit l'effet. J'espère que vous avez aussi partagé cet effet positif chez vous. Donc, merci pour cet exercice. Alors, on vous a proposé quelque chose à base de respiration qui fonctionne très bien. Je crois qu'il y a beaucoup d'études sur ce sujet de la cohérence cardiaque. Donc, il y a pas mal de littérature. Mais on vous a aussi remis, on parle du lien entre le corps et l'esprit. Donc là, on a activé une respiration plus profonde. Donc, on a fait aussi un travail sur le diaphragme. Mais il y a bien sûr beaucoup de parties du corps sur lesquelles vous pouvez travailler. Et on vous a remis une slide sur les 5 muscles du stress. On avait fait un premier webinaire avec vous justement sur le mouvement. Et c'est donc ces 5 muscles du stress, on vous l'a réévoqué. Donc le diaphragme, on l'a activé, on ne va pas le refaire. Mais il y a aussi toute cette partie des mâchoires qu'on peut détendre et rapidement vous proposer quelque chose. Mais typiquement, c'est ce qu'on appelle le pain des masséters de la mâchoire pour les détendre. Donc en fait, là, je vais tout simplement prendre 3 doigts et descendre vers le bas, tout doucement, de façon profonde, pour détendre tous ces muscles des mâchoires qui ont tendance à se crisper. De la même façon, sur les muscles du trapèze, qui sont aussi, on a tendance à se raidir sur le haut du corps, qu'on a des contrariétés, quand on est en souffrance psychique aussi, je vous partage un exercice qui est tout simple, on peut le faire ensemble. C'est, je vais prendre avec ma main gauche le sommet du crâne, je vais tendre la main droite et tout simplement sur une expire, essayer d'allonger la main sur l'extérieur en expirant. Et sur une inspire, au moment où ma tête revient tout doucement, je reviens tout doucement. Alors, je ne vais pas vous le faire, mais toujours travailler de façon symétrique, donc de l'autre côté derrière. Et puis le piriforme, c'est un muscle qui est là, qu'on peut aussi étirer de façon très simple. Je vous montre juste aussi, c'est tout simplement mettre la main opposée de la jambe, on peut mettre une main là, et essayer d'avoir cette pression vers le haut, vers l'épaule opposée, et de façon d'étirer tout ce muscle ici, qui est le muscle du piriforme, qui se contracte. Donc là, je vais le faire en expirant, et en inspirant, je reviens. Sur tous ces étirements, Lucie, ce qui est important, c'est de tenir la posture au moins 6 secondes. On dit qu'il faut à peu près 6 secondes pour qu'un muscle se détende. Et donc, profiter de ce corps, du corps que nous avons tous, pour effectivement avoir un impact qui va nous faire du bien, donc sur notre santé mentale. Et de faire le lien entre le corps et l'esprit, comme on l'a expliqué. C'est indispensable. Mais chacun a bien sûr ses propres techniques. Donc, on vous en montre quelques-unes, mais il peut y en avoir encore beaucoup, beaucoup. Et donc, pensez à voir ce qu'il vous fait du bien aussi au niveau corporel. Dan, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Il y a des questions qui arrivent. Alors, c'est une question qui date un petit peu déjà, on est déjà passé à autre chose, mais une question de Charline qui demandait, et je pense que c'est intéressant de mettre sur le lien corps-esprit, est-ce que les problèmes de santé féminin, comme le SOPK, syndrome des kystes ovariens, peuvent aussi influencer la santé mentale ?
Oui, le syndrome donc des ovaires polykystiques, c'est aussi donc une pathologie féminine dont on parle peu, comme l'endométriose. Finalement, ça fait que quelques années où on met cette pathologie en lumière et qui peut être très, très handicapante chez les femmes. Le SOPK, eh bien, il peut entraîner des modifications physiques qui peuvent être très difficiles à vivre, et notamment une prise de poids, ce qu'on appelle un hirsutisme, ou alors plus de pilosité, des troubles du sommeil. Et on le sait, la prévalence de la dépression, elle est importante chez les femmes qui présentent ce type de troubles. Et tout est intriqué. Tout est intriqué. Comment on perçoit ces symptômes qui sont invalidants, et comment gérer ses émotions, tout ça c'est intriqué. C'est vrai que actuellement il existe que très peu de prises en charge holistiques, multidisciplinaires, qui prennent en charge l'aspect somatique et psychique, et c'est ce qu'on essaie de faire, notamment moi je vais avec mon équipe à Saint-Antoine essayer de monter une unité dédiée à la santé mentale au féminin, qui aurait pour objectif de faire des réunions pluridisciplinaires pour pouvoir proposer des prises en charge qui soient vraiment personnalisées pour ce profil de patient. Alors, tu viens de parler de l'endométriose. Il y a aussi des règles douloureuses pour beaucoup de femmes aujourd'hui. Oui. Cet impact sur la santé mentale, on imagine qu'il est important. Qu'est-ce que tu préconises dans ce cas-là? Déjà, c'est vrai que les règles, les menstruations, il y a quelque chose dans la société qui apparaît comme honteux, c'est-à-dire que depuis la nuit des temps, on dit aux jeunes filles de dissimuler finalement leur souffrance. C'est normal, elles ont leurs règles, c'est normal. Or, c'est une période qui est compliquée et qui peut être très handicapante. C'est la première cause de déscolarisation, donc la précarité menstruelle, c'est quelque chose qu'il faut vraiment prendre en charge. C'est pareil dans comment on en parle. On voit ça évolue, mais pendant très longtemps, par exemple, dans le secteur du marketing, on mettait un liquide bleu pour remplacer le sang sur les serviettes hygiéniques, dans un aspect un peu esthétisant. Non, il faut vraiment, prendre en charge ces douleurs, prendre en charge cette période prémenstruelle qui peut être très difficile, et le fait en fait de pas en parler et de dire aux femmes de cacher, de dissimuler un peu leur douleur, ça participe au mauvais vécu. Donc il faut, à mon avis, vraiment libérer la parole là-dessus. D'accord. Dan, y a-t-il d'autres questions? Oui, c'est justement encore une fois passionnant parce que on arrive sur des questions qui sont jamais très simples. Muriel nous demande où se tourner, en tout cas vers qui se tourner pour demander de l'aide dans ce contexte où la prise en charge n'est pas encore au point. Des associations, des groupes? Alors, il y a beaucoup d'associations qui existent. C'est vrai que la santé mentale des femmes, elle est de plus en plus considérée, on va dire. Et il y a des psychiatres, de nouvelle génération là qui sont formés. On le voit, il y a une spécialité de périnatalité qui a été créée dans la maquette de psychiatrie. Donc il y a des psychiatres qui vont arriver. Il faut ne pas hésiter à aller consulter les psychologues, les psychiatres en libéral. Il peut y avoir aussi des consultations sur les centres médico-psychologiques qui sont dans tous les arrondissements. Les soins psychiatriques, ils sont sectorisés. Donc, en fonction de votre domicile, vous pouvez aller consulter dans ces centres. Et puis, après, par exemple, pendant la grossesse et le postpartum, ne pas hésiter à aller à la PMI. On le sait, il y a aussi des psychologues qui consultent. Et puis, à l'hôpital, vous pouvez demander aussi d'être orienté. Il y a un réseau et c'est vrai que quand on n'est pas dedans, c'est compliqué, mais il faut demander et après, quand on a le pied dedans, on est orienté. Mm-hmm. Je crois qu'on a le temps encore pour une ou deux questions, Dan. Non, je vous propose peut-être de conclure. On va voir s'il y a encore quelques petites questions. Je vous fais signe. Très bien. Alors, peut-être
pour synthétiser tout ce qu'on a vu, parce qu'on a vu beaucoup de choses, Lucie, les trois essentiels à retenir. D'abord, ça serait de prendre soin de vous, mais comme tu l'as dit, de façon personnelle, parce qu'on va tous réagir de façon très très différente sur ces sujets, et donc être à l'écoute de ces signaux faibles pour savoir ce qui va vous convenir le mieux. Donc ça serait peut-être la première règle à vous proposer. Il n'y a pas de recette type. En fait, il y a une recette qui est à soi il faut choisir ce qui vous fait du bien. Par contre, ce qui est important, c'est vraiment de s'astreindre à avoir des objectifs et à mettre en place des choses. C'est ça qui est le plus important à mon avis. Eh ben, c'était le deuxième point de nos conseils, de mettre en place justement ces changements sans pour autant culpabiliser le jour où vous le faites pas. Mais cette régularité dans cette hygiène de vie, dans tout ce qui vous convient au mieux, est importante. C'est ça. Tu parlais des horaires de sommeil réguliers, d'une nutrition adaptée. C'est typiquement le genre de choses qu'il faut mettre en place. Voilà, il ne faut pas se mettre des objectifs trop drastiques parce que souvent on lâche rapidement. Mais voilà, il faut essayer de s'astreindre à essayer de le faire vraiment régulièrement. Et c'est ça qui compte en fait. C'est ça qui compte pour avoir une bonne santé mentale. Et puis le troisième point, c'est tout ce qu'on a dit sur cette troisième partie, c'est n'oubliez pas de faire le lien entre votre corps et votre esprit, votre santé mentale, de façon à accompagner au mieux justement ces souffrances potentielles pour bien fonctionner. Et plus on a une perception finalement fine de nos signaux corporels, et mieux on arrivera à gérer nos émotions. Et donc la cohérence cardiaque, c'est une bonne technique pour le faire. Il en existe d'autres. Il faut trouver celle qui est la plus adaptée pour vous. Quels seraient, toi, tes conseils, Lucie, à nous partager sur cette thématique? Alors, sur cette thématique, c'est vrai que moi, mon message, c'est vraiment ne pas hésiter à consulter, parce que très souvent, on a une image un peu négative du psychiatre. Or, c'est une spécialité qui est en pleine révolution scientifique, qui se rajeunit. Et vraiment de consulter tôt, de consulter même une fois, ça peut débloquer la situation. Donc vraiment, n'ayez pas peur et venez nous voir. On peut vraiment vous aider. Il faut pas se laisser mal pendant des mois parce que ça s'enquiste et c'est plus difficile après à récupérer. Donc, plus on va consulter tôt, mieux c'est. C'est vraiment le message. Voilà, et sans se culpabiliser de quoi que ce soit. Rappelons que la dépression, le trouble bipolaire, c'est une vraie pathologie qu'il faut prendre en charge avec quelque chose qui n'est pas contrôlable et qu'il faut traiter. Alors, juste avant de conclure, peut-être partager les deux livres que Lucie a coécrits, Dans le cerveau des mamans et La dépression au féminin, qui sont donc les deux livres de Lucie Joly qu'on vous partage à l'écran. Je tiens à remercier Lucie pour tous ces bons conseils. Donc, merci beaucoup, Lucie. Merci de votre invitation. Et merci pour vos questions et votre participation. Alors, Fabrice, peut-être que j'ai une question pour toi avant qu'on conclue, parce qu'on a une question de Sylvie qui est assez importante aussi, c'est comment faire reconnaître à son employeur son souci de santé mentale. Je pense que le meilleur vecteur, c'est très certainement la médecine du travail qui va garantir l'anonymisation de ces sujets, qui peut faire craindre à certains aussi d'avoir une image négative, d'être stigmatisé. Et donc, le médecin du travail se doit et s'engage à garder l'anonymat sur tous ces sujets. Le médecin du travail va être un bon vecteur parce qu'il connaît l'entreprise, et il va être sensible à la demande de la personne en question et il va pouvoir aiguiller au mieux les demandes de la personne sur tous ces sujets en entreprise. Donc, c'est le conseil que je donnerais. Merci beaucoup à tous les deux. Steve d'Harmonie Mutuelle a eu un petit problème technique, donc c'est plutôt moi qui vais conclure pour vous dire déjà à tous et à toutes que vous allez retrouver le replay de ce webinaire dans votre boîte mail à l'issue du webinaire et qu'on se retrouvera très prochainement. Je vais vous redonner la date. Le 13 juin pour un webinaire sur ma santé, mon environnement. Les inscriptions, comme d'habitude, vous le voyez dans le tout début du chat, sont sur l'application Livestorm. Je vous le remets.
dans le chat. Et merci à tous et à toutes de votre participation. Et on vous dit à très, très bientôt. À bientôt. Au revoir.